Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Aerospace Valley et CNES. Donc je me présente, je suis Valentine Verger, chargée de mission innovation chez Aerospace Valley. Et on va patienter quelques instants, si vous le voulez bien, pour laisser le temps à tous les participants de se connecter sur ce webinaire. Merci. Pour vous faire les présentations, donc aujourd'hui, je serai accompagnée côté CNES par Robin Fèvre, chef de projet senior dans le domaine des applications basées sur l'observation de la Terre au CNES. Ensuite, il y aura également, aujourd'hui, vous le savez, c'est présentation des challenges aménagement et climat et santé. Donc, du côté aménagement, au sein du GIP Algérie, nous avons Martin Blazek et Sébastien Dias qui sont présents aujourd'hui et qui vous feront la présentation du challenge aménagement. Et côté climat et santé, nous avons la société Canopy Med, donc avec Ulysse Rotz qui interviendra donc pour vous présenter ce challenge. Je pense qu'on va pouvoir commencer les présentations. Donc, si tout le monde m'entend bien, on va commencer ce webinaire de présentation avec 15 minutes de présentation globale de l'appel à projet. Donc, de manière générale, Robin du CNES interviendra sur la partie notamment financement et contrat innovation qui sera mis en place entre le lauréat et le CNES. On fera ensuite un focus sur le challenge aménagement porté par le GIP Algérie. Donc, ils auront 15 minutes pour vous présenter le challenge et puis après, vous pourrez échanger avec eux pendant 20 minutes. À savoir que vos micros ne sont volontairement pas activables. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran un chat qui vous permettra donc de poser toutes vos questions, que ce soit pour les intervenants du GIP comme pour les intervenants, pour l'intervenant de Canopy Med, donc via ce chat, et nous nous occuperons de leur transmettre vos questions. Donc, dès que cette première session de questions-réponses sera terminée, on passera ensuite sur le challenge climat et santé, donc présenté par Ulysse de chez Canopy Med. Et vous aurez également un temps de questions-réponses avec lui pendant 20 minutes après sa présentation. Donc, pour vous contextualiser un peu les challenges Copernicus et ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, les challenges sont financés par la Commission européenne et par le programme Copernicus. Donc, c'est un projet qui est piloté essentiellement par le CNES et Connect by CNES. Et Aerospace Valley a été mandaté par le CNES donc, pour organiser ces challenges sur les 18 mois qui lui ont été alloués. Donc, comme je vous l'ai dit, ce projet financé par la Commission européenne permet en fait à des entreprises françaises porteuses de solutions innovantes de répondre à des problématiques concrètes de collectivités et d'entreprises, donc comme aujourd'hui de problématiques qui ont été montées sur dossier de candidature par Canopy Med et par le GIP Algérie. Donc l'objectif en fait pour vous finalement candidats à cet appel à projet, c'est de répondre grâce au spatial et grâce aux données Copernicus notamment aux besoins existants exprimés par ces utilisateurs finaux, de développer justement les usages des produits et des services du programme Copernicus afin d'encourager finalement l'adoption de l'utilisation de ces solutions spatiales par de nouveaux utilisateurs finaux. Donc, le principe de ces challenges, on a commencé en fait lors d'une première phase avec un appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est lors de cette première phase que 5 utilisateurs finaux ont été sélectionnés, dont aujourd'hui le GIP Algérie et Canopy Med qui ont été retenus sur dossier de candidature. Et donc, pour répondre aux challenges qui vous ont été présentés, vous aurez à déposer un dossier de candidature. Et pour le lauréat sélectionné, il aura 6 mois pour développer une preuve de concept début septembre. Ça, je vous expliquerai un peu plus en détail par la suite. Pour les modalités de sélection donc pour cet appel à projet, je vais vous présenter d'abord les critères de sélection, à savoir les critères qui sont basés sur un dossier de candidature qui sera en fait sur la plateforme de candidature. Vous pourrez accéder à un dossier qui sera, on va dire, pré-rempli
Vous aurez juste à le compléter, à compléter également une fiche administrative et à déposer tous ces éléments sur la plateforme de candidature dédiée au Challenge Copernicus avant le 10 juin. Donc les critères qui vont être retenus par les 4 évaluateurs, ce sera la pertinence technique et la valeur ajoutée du projet, les utilisations que vous avez pu mettre en avant dans votre dossier de candidature des données et des services Copernicus, la faisabilité de votre proposition au niveau technique et potentiel marché, et enfin les qualifications et expériences de l'équipe que vous mettez à disposition des utilisateurs finaux finalement pendant les 6 mois de preuve de concept. Au niveau du processus de sélection, donc comme je vous l'ai dit, l'appel à projet se clôturera le 10 juin à 23h59 précise. À partir du 10 au 20 juin, on aura 4 évaluateurs qui seront dédiés à évaluer tous les dossiers de candidature pour tous les challenges. Donc à savoir, dans ces évaluateurs fera partie une personne d'Aerospace Valley, une personne du CNES, une personne du laboratoire d'observation de la Terre et un représentant de l'utilisateur final pour lequel vous avez candidaté. À la fin de cette phase de présélection, les utilisateurs finaux décideront quels sont les 2 à 3 candidats qui ont obtenu, on va dire, la meilleure note sur leur dossier de candidature. Et à la suite de ça, on les invitera à se rendre en fait au sein d'Aerospace Valley dans les locaux du B612 à Toulouse, donc les 28 et 29 juin, pour présenter leur projet sous forme de pitch. En fait, ils auront 5 minutes pour pitcher devant les utilisateurs finaux et ensuite 20 minutes de temps d'échange pour défendre leur candidature finalement devant, dans ces cas-là, le GIP et le GIP Algérie et Canopy Med. Donc, je vais laisser juste la parole là pour la partie financement et accompagnement technique à Robin. Merci Valentine et bonjour à tout le monde. Effectivement, au niveau du financement, en fait, le lauréat de chaque challenge se verra attribuer un contrat avec le CNES. Donc, c'est un contrat sans doute assez classique, hein, c'est des contrats de type études, et en fait, dont le cahier des charges reprendra la proposition technique qui aura été faite par le lauréat. Donc, le contrat aura une durée de 6 mois. Et donc, on prévoit effectivement d'avoir un suivi mensuel entre le bénéficiaire du contrat avec des experts du CNES et aussi des utilisateurs finaux. Donc, voilà, le suivi sera sous forme de critique. Et pour s'assurer que tout va bien, tout s'oriente dans la bonne direction. Et voilà. Donc, rien de spécifique à ajouter à ce niveau-là, mais je vous invite après à la session de questions par rapport aux aspects contractuels, financement, si vous avez des besoins de précision, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Robin. Donc, pour la suite, au niveau des critères d'éligibilité, donc le seul critère finalement, c'est que cet appel à projet s'adresse uniquement aux startups, PME, ETI françaises qui sont immatriculées au RCS. On ne fait aucune distinction quant à votre appartenance, que ce soit membre Aerospace Valley, membre ESABIC. Voilà, il n'y a aucune distinction au niveau des critères qui est faite sur ces détails. Au niveau des projets attendus, finalement, de votre part, c'est obligatoirement, finalement, comme son nom l'indique, les challenges Copernicus. Donc, il est obligatoire d'utiliser à minima des données Copernicus, qu'elles soient couplées ou non, finalement, avec d'autres types de données, que ce soit des missions contributrices ou des données métiers, ou même les données complémentaires que certains utilisateurs sont prêts à fournir aux lauréats. Évidemment, ces projets doivent répondre au challenge thématique qui est proposé par l'utilisateur final. Et selon les attentes, donc en fait, vous avez sur la plateforme de candidature un cahier des charges, donc qui vous précise toutes ces modalités-là. Et vous avez également en fait une annexe qui est la présentation de tous les challenges et de tous les utilisateurs finaux, avec également leurs attentes. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce 3e point, chaque projet devra atteindre un niveau le plus avancé sur une échelle de TRL, évidemment selon les attentes de chaque utilisateur final. Au niveau du calendrier, donc l'appel à projet a été ouvert le 17 avril. Il se clôturera, donc comme je vous l'ai dit, le 10 juin. Et au niveau des dates, voilà, c'est comme ça vous a été énoncé. Résultat des présélections le 20 juin, audition le 28 et 29 juin. Donc ça, la date dépendra évidemment du challenge auquel vous aurez postulé. Et l'annonce des lauréats sera faite soit le 30 juin, soit début juillet.
Donc après, l'organisation au niveau du contrat de financement se fera donc directement avec Robin du CNES, courant de l'été, idéalement, et pour que les travaux, dans l'idéal, débutent en septembre et se terminent en février 2024. Donc, je vous ai parlé longuement de la plateforme de candidature. Donc, vous avez le lien ici. Si jamais, évidemment, je me tiens à votre disposition pour vous le transmettre par mail. Mais en tout cas, vous pouvez récupérer toutes les informations, que ce soit administratives, informations ou dossier de candidature. Ce sera uniquement sur cette plateforme. Et donc maintenant, j'en ai suffisamment dit. Je vais laisser la parole donc à Sébastien Dias et à Martin Blazek, les représentants du GIP Algérie, pour présenter leur challenge. Merci, messieurs. Merci. Bon, merci à vous. Oui. Merci. Je vais commencer. Je vais d'abord présenter rapidement notre structure. C'est pas toujours facile en peu de temps de présenter l'intégralité des projets qu'on porte, l'historique, mais je vais être bref. Et après, le contenu des challenges, ça va être Sébastien qui va prendre le relais. Donc, GIP Algérie, groupement d'intérêt public, aménagement des territoires et gestion des risques. Il est porté et financé par les membres du GIP qui siègent au sein de l'Assemblée générale et qui pilote et coordonne les travaux qui se font et qui sont portés par cette structure. Donc, ils sont maintenant actuellement représentés par l'État, par la présence active de 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, d'Agriculture et de Transition écologique. D'autres membres, c'est le conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Et après, ce sont des acteurs spécifiques de protection de la forêt ou de sa gestion, la structure de la défense de la forêt contre incendie, des FCI, et également l'Office national des forêts. Ensuite, ce sont les services départementaux d'incendie et de secours de l'ex-région Nouvelle-Aquitaine, de l'ex-région Aquitaine, donc ce sont les 5-10, et les derniers membres sont maintenant les syndicats et d'autres hygiènes. Par rapport à l'évolution ou la création du GIP, le GIP Algérie a été créé en 2005. Avant, on a acquis les premières compétences dans la gestion des bases de données, pour monter des systèmes d'information géographique, surtout dans le domaine de la cartographie forestière et de gestion de risques. Et au fur et à mesure, on a monté et diversifié nos compétences, surtout dans la gestion des crises, un appui technique, dans l'évaluation des dégâts. Et pour pérenniser ces services qui ont existé et qui ont été montés pour les besoins, surtout des services de l'État, en 2005, le GIP Algérie a été créé. Et assez important dans cette partie était également la mutualisation des données, le partage de différentes données par différents services. Donc, pour étendre cette activité sur plus d'acteurs et sur la zone plus vaste, le GIP a été créé. Ensuite, en 2009, c'était un autre cap assez important pour nous parce qu'on est missionné de monter une banque ou une bourse des données géographiques en Nouvelle-Aquitaine qu'on tient encore maintenant, et ça a créé un deuxième, on peut dire, axe de travail assez important par rapport à la gouvernance des données, à l'expertise dans ce domaine, et cette bourse continue jusqu'à maintenant. On peut passer aux diapos suivantes. Par rapport aux différentes activités ou plutôt de différentes actions qui sont menées au sein du GIP, ces diapos juste pour vous montrer un peu qu'au sein du GIP, avec les effectifs, on recueille, structure les données, on partage l'information et on apporte des services éventuellement complémentaires via le développement des outils spécifiques, mais on ne prend pas la décision au sein du GIP. Donc, c'est vraiment une structure neutre qui appuie les décisionnaires dans la prise de décision. Et on peut passer au dernier diapo.
Donc, ce diapo un peu résume les éléments que je vous ai présentés rapidement. Donc, ce sont trois principales activités et trois principales compétences qu'on développe au sein du GIP. Donc, toute la partie gestion des risques et gestion de crise, la partie observatoire qui est, on peut dire, une des dernières filières qui a été développée par l'accès à différentes bases de données, par l'expertise sur le sujet. On a développé les observatoires pour les filières spécifiques comme papier, forêt, bois, filière avicole et filière viticole. Et la spécificité de ce type d'activité, c'est que c'est porté par la sphère publique, mais il y a une collaboration également avec la sphère privée parce que on répond à des besoins des syndicats interprofessionnels. Et la dernière partie, c'est la plateforme Pigma, plateforme d'échange de données en Nouvelle-Aquitaine, qui, au sein de cette plateforme, on accompagne les partenaires sur différentes thématiques et on anime des groupes de travail qui ont des sujets spécifiques. Et ce challenge est concerné par deux thématiques qui sont traitées au sein de l'observatoire, au sein de la plateforme Pigma. Il y a un GT spécifique dédié aux images satellitaires et leurs usages, et un autre GT qui traite le sujet de PCRS. Donc, je vais pas vous expliquer qu'est-ce que ça signifie, parce que je passe la parole à Sébastien qui vous expliquera ça maintenant. Donc oui, donc deux GT, GT satellite et GT PCRS. Bonjour à tout le monde déjà. PCRS pour plan de corps de rue simplifié. Donc dans le cadre de ce groupe de travail, on produit avec différents tours de table. Donc pour l'instant en Dordogne, sur le département de la Dordogne, de la Charente, sur l'agglomération de Pau, sur le département des Landes, sur le Pays Basque en projet, sur l'agglomération de Limoges. On est partenaire de tours de table et on encadre techniquement et on encadre également la gouvernance et les tours de table juridiques et de gouvernance et financement pour la production d'images haute résolution 5 cm. Donc, le but de ces images haute résolution 5 cm, c'est de permettre aux gestionnaires de réseau enterrés de recaler leur réseau, comme on voit là sur le plan à gauche, de recaler leur réseau à des précisions de classe A, moins de 10 cm réalité terrain, et d'avoir derrière des images très haute résolution. Donc ça permet déjà d'avoir une position de réseau. Donc dès qu'il y a un déclarant de chantier, quelqu'un qui fait un chantier sur le domaine public, il va sur un guichet unique ou via d'autres solutions déclarer une zone de chantier et en retour, ces gestionnaires de réseau doivent leur remettre un plan précis avec éventuellement un fond de plan, le meilleur fond de plan disponible, pour éviter, donc permettre de repérer les objets enterrés sur le terrain et éviter toute dégradation. Donc, tout ça, c'est fait dans le cadre de la réforme des TDICT de 2012. Donc, par rapport à cette problématique de production de photos haute résolution 5 cm, on a une problématique de mise à jour qui commence à naître. On a fait une première mise à jour sur l'agglomération de Pau, comme on peut voir sur la droite. Donc, vous avez en rose le plan de vol avec les dalles qui sont mises à jour et en rouge plus foncé les zones à mettre à jour. Donc là, l'idée du challenge, c'est d'identifier ces zones à mettre à jour, lotissement, modification du corps de rue, du corps de rue. Et le but, c'est pas de tout revoler la zone d'acquisition, mais vraiment d'aller cibler les mises à jour. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc aujourd'hui, cette détection, donc là, on voit vraiment la carte que l'on a constituée pour déterminer les zones à mettre à jour. Donc, on ne voit peut-être pas, mais en bleu, ça va être les communes qui nous ont remonté les infos. En vert, Enedis. En violet, l'agglomération de Pau. En orange, le syndicat d'énergie. Donc, tout ça, c'est fait manuellement. C'est remonté via des plans de récollement, via des différents services de voirie. Donc, toutes ces infos, aujourd'hui, elles sont remontées manuellement. Et l'objectif, c'est pas d'aller mettre à jour l'image haute résolution,
mais bien d'aller détecter des zones de changement pour faire un vol spécifique sur les zones détectées. Donc ces zones, elles nous sont remontées par différents acteurs. Donc quelles sont ces typologies de changement? Des travaux de création ou de modification de la voirie sur le domaine public, des travaux de modification de lotissement via des voies privées ou publiques, des travaux de création de bâtiments, de nouveaux bâtiments économiques ou de bâtiments publics. Par exemple, il y a eu un nouveau tribunal à Mont-de-Marsan sur un des PCRS, qui ne nous avait pas été remonté d'ailleurs dans les mises à jour. Il y a des travaux d'aménagement, d'équipement, des carrefours, des ronds-points, là où on va plus grande échelle, sur des quai-bus, des îlots séparateurs. Donc, on a des niveaux de repérage à effectuer à différents niveaux d'échelle. Donc, l'objectif de ce challenge, c'est bien d'avoir de la détection semi-automatique ou automatique des changements d'une période A antérieure à une période P postérieure. Donc, la période A antérieure va être la période d'acquisition de l'image initiale, l'image haute résolution initiale, et la période P postérieure va être plusieurs millésimes de produits satellites qui vont nous permettre de détecter ces changements. En général, on a des conventions de 5 ans sur l'acquisition de ces fonds de plan et des plans de mise à jour tous les 2 ans. Donc, l'idée, c'est d'aller utiliser plusieurs produits et en fonction déjà d'affiner la nomenclature avec le lauréat de ce challenge, d'aller affiner la nomenclature de gauche et derrière, sur les différents produits, voir quels produits arrivent à détecter tel type d'objet sur le terrain. Donc Sentinelle, en entrée de base, on a Sentinelle pour avoir de la détection de gros éléments type lotissement, rond-point. On pense que c'est possible d'aller détecter ce type d'éléments, au moins pour avoir un usage de veille et de voir si on n'est pas passé à côté sur des programmes de mise à jour à côté de gros aménagements. Ensuite, on va descendre à des niveaux d'échelle et donc à des niveaux de produits satellites proposés. Donc, on va mettre Spot 6, Spot 7, Pléiade et peut-être éventuellement du Pléiade Néo. Donc, l'idée, c'est en fonction des produits, aller voir quel type d'objet on est capable de détecter. Par rapport aux données qu'on peut mettre à disposition, déjà, on préconise, c'est indiqué dans le challenge et dans le cahier des charges, le travail sur les 3 zones d'études ciblées qui se trouvent sur 2 régions, la région Nouvelle-Aquitaine qui correspond au périmètre de compétences de GPS et GRI, et aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui on collabore sur cette thématique. Donc, ça nous permet de détecter, ça nous a permis de détecter 3 ans d'études ciblées sur les communautés d'agglomération qui disposent déjà d'un projet PCRS qui a été fait, qui a été effectué, acquis, qui a été mis à jour. Hein. Les étapes peuvent être assez différentes. Et on peut accéder, on a ciblé la période entre 2018 et 2022. Et on a regardé ce qu'on est capable de fournir pour compléter, on peut dire, la liste des données satellites disponibles. Donc, en premier temps, ce qui est ciblé, c'est Sentinelle, hein, avec plusieurs images par an, on peut dire, déjà disponibles dès maintenant. Et après, on peut compléter par d'autres images comme Spot 6-7, où on a vérifié que tous les territoires sont couverts au minimum par une image par an, et des images Pléiade également. Et Spot 6 et Pléiade seront mis à disposition grâce à collaboration avec le dispositif Dynamis auquel nous adhérons et avec qui on a déjà travaillé pour accéder à certaines images. Et après Pléiade Néon avec un point d'interrogation. Ça reste à travailler éventuellement avec le lauréat en fonction des besoins. Donc, sur les données métiers complémentaires, on aura les acquisitions des données PCRS, haute résolution, les informations de mise à jour sur l'agglomération de Pau et des informations de mise à jour sur l'agglomération de Valence-Roman en Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que sur cette zone, des gens ont fait de la vérification terrain, donc on aura quand même une fiabilité pour vérifier les résultats obtenus.
par rapport aux objets que l'on doit détecter. Une couche vecteur des remontées de mise à jour, donc voilà, ça je viens de le dire. Différents millésimes de plans cadastrales informatisés que l'on peut utiliser, nous, pour détecter les nouveaux bâtiments. Et des ouvertures à d'autres données, donc voilà, on est disponible si, pour mettre d'autres types de données en fonction des besoins qui pourraient être émis par le lauréat. Ben voilà, on a fait à peu près le tour. Donc l'idée, c'est on a des images haute résolution, on a besoin de les mettre à jour toutes les 2 ou 3 ans et on veut soit compléter notre technique de détection de ces zones de changement, soit arriver à quelque chose d'un peu automatique. Donc c'est l'objectif du POC encadré par le challenge. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, messieurs, pour la présentation. Moi-même, j'avais beaucoup de questions. J'ai un peu embêté Robin sur des détails. Alors, on a des premières questions, dont une, peut-être je vais laisser la parole à Robin pour cette première question. Là, j'ai de la chance. Alors, le dossier de candidature précise que nous devrons fournir, si nous sommes sélectionnés, les documents complémentaires financiers demandés par le CNES dans le cadre du financement du POC par contrat d'innovation. Avez-vous, s'il vous plaît, des précisions sur ces documents et critères de financement du POC? Alors, oui, effectivement, moi, je n'avais pas conscience de cette notion, mais je crois savoir à quoi ça se réfère. Bon, sachant que moi, je ne suis pas du tout spécialiste achat au CNES, donc je parle sous le contrôle de mes collègues acheteurs qui ne sont pas présents malheureusement aujourd'hui. Mais effectivement, comme on est sur un marché, sur un contrat de plus de 40 000 €, en fait, on est obligé de passer par la plateforme dématérialisée des marchés. Alors, bon, il n'y a pas de consultation publique. Hein, comme il y a tout un processus de sélection en amont, le gré à gré est justifié par ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que c'est une procédure de la commande publique. En fait, au-dessus de 40K €, le lauréat bénéficiaire du marché devra déposer ses documents sur la plateforme dématérialisée marché du CNES. Et donc, effectivement, il y aura ce qu'on appelle une fiche de coût à remplir. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que là, on est sur un montant ferme de 50K € au niveau du contrat. Mais quand bien même, c'est la procédure. Donc, il faut remplir une fiche de coût par le lauréat. Donc, il y aura un template qui sera fourni à ce moment-là par le CNES, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste le traditionnel coût horaire par profil de staff. Donc voilà ce que je peux en dire. Les critères de financement, je ne comprends pas trop quelle est la question derrière ça. Enfin, il n'y a pas de critères. Peut-être au niveau jusqu'à 50K €. La possibilité de qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire finalement avec ces 50K €? Est-ce qu'ils sont complètement libres ou est-ce qu'il y a... Ah, on ne demande pas de justification, on ne demande pas de reporting financier vis-à-vis de ça. Donc, après, c'est le titulaire du marché, hein, au lauréat, de gérer ton argent comme il lui convient. Et le plus important étant de mener à terme ce qui a été vendu comme solution, enfin en tout cas comme travaux. Okay. Merci beaucoup, Robin. On a d'autres questions pour vous, Martin et Sébastien. Avez-vous déjà identifié des obstacles majeurs vis-à-vis de votre challenge et de vos objectifs? Non, ben c'est un petit peu l'objectif de ce challenge, c'est de voir le potentiel et les limites aussi. Donc, dans le cahier des charges qui est demandé, c'est aussi une petite note de 20 à 40 pages à l'issue de ce travail pour avoir un retour aussi, donc avec les capacités de chaque produit et les limites rencontrées par le lauréat et aussi des remarques libres de sa part. Voilà. C'est un des produits finis attendus aussi de ce challenge, c'est d'avoir aussi une investigation sur la capacité de chacun de ces produits. Voir si nous on investit, dans quel sens.
D'accord, merci. Une seconde question pour vous. Quelle est la priorité d'utilisation de l'outil? Est-ce que c'est en interne pour le JPAGERI, pardon, ou pour une co-commercialisation à des tierces? Alors, nous, en interne, on est intéressé s'il y a quelque chose de viable, à voir les coûts aussi derrière. Mais il faut savoir que le PCRS, le format, une région qui encadre de la production PCRS ou un département ou toute autre autorité locale compétente. C'est une autorité dans des tours de table qui va porter le projet PCRS est confrontée ou sera tôt ou tard confrontée à cette question de la mise à jour. On est sur une obligation légale d'avoir des plans géoréférencés sur des plans haute résolution, des plans de réseau sur des plans haute résolution à 2026 pour tous les réseaux, réseaux enterrés sensibles, comme tout type de réseau enterré comme l'eau. Donc, il y a, derrière, on n'est pas les seuls concernés par cette problématique. On est 2 régions à être un peu avancées sur cette problématique. Craig, plus avancé que nous, qui couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour ça qu'on a un territoire avec eux sur Valence Romand, et nous en Nouvelle-Aquitaine, sachant qu'après il y a d'autres agglomérations ou départements qui sont avancés en France aussi là-dessus. Ah ben, en lien justement avec ce dont vous parlez, on a une autre question. Hormis les 3 zones que vous nous avez présentées, est-ce que vous avez d'autres zones d'intérêt hors POC que vous souhaiteriez, sur lesquelles vous souhaiteriez travailler? Pardon. Non, parce que c'est déjà 2 zones qu'on suit. On a pris Valence Romand pour avoir une zone en Auvergne-Rhône-Alpes, il peut y en avoir d'autres en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on a mis que Pau parce qu'on a des mises à jour dessus. Et en Charente aussi, on va commencer à avoir des mises à jour. C'est aussi par rapport à la maturité des projets sur les zones d'études où le projet PCRS est suffisamment avancé pour qu'on puisse fournir l'intégralité des données que nous avons listées à la fin au lauréat. Et aussi sur les autres produits, sur les autres produits, on va être limité sur la mise à disposition en fonction des superficies aussi, sur les produits complémentaires aux données Sentinelle. En tout cas, les 2 zones ont quand même l'intérêt d'avoir des paysages différents, donc ça fait 2 cas d'études. C'était l'idée aussi d'avoir des zones géographiques différentes avec des couverts végétaux aussi différents, des contextes urbains différents. Voilà. C'est assez bien représenté parce que Pau et Auvergne-Rhône-Alpes, à Pau c'est très urbain, à Angoulême ça va être très rural et Auvergne-Rhône-Alpes on aura les deux avec en plus un peu plus de relief. Donc ça par hasard ça est tombé sur des zones qui sont assez différentes. Merci. Et on a une dernière question là qui concerne un petit peu plus l'appel à projet. Peut-on répondre à plusieurs challenges? Alors la réponse est oui. Si par exemple vous souhaitez vous positionner, bon c'est quand même 2 challenges qui au niveau thématique sont assez opposés, mais imaginons si vous souhaitez vous positionner sur le challenge du JPAGERI mais également celui de CanopyMed, vous le pouvez. À savoir qu'il est essentiel et obligatoire de faire 2 dossiers de candidature forcément différents. À ne pas donc dupliquer l'un pour les deux thématiques, puisque les attentes, les demandes, les objectifs, même les sujets sont quand même complètement différents. Donc deux dossiers de candidature distincts seront demandés. Et également, deuxième point très important, c'est que vous ne pourrez pas être lauréat des 2 challenges. Vous ne pourrez prétendre qu'à être lauréat, qu'à être auditionné et peut-être gagner ce challenge, mais que pour l'un des 2. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous devez quand même prendre en compte, parce que 2 dossiers de candidature, ça fait une charge de travail assez importante selon les attentes de chacun. Donc voilà la réponse. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si jamais vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas. Ou si Sébastien et Martin, vous avez un complément d'information, quelque chose que vous n'auriez pas forcément mis dans les slides au niveau de la mobilisation de l'équipe pendant le POC, est-ce que ce sera vous les interlocuteurs? Ce sera nous les interlocuteurs et
on reste, nous, à disposition s'il y a d'autres questions, des éléments à préciser. On sait qu'il y a des éléments à préciser, mais voilà, on a essayé aussi d'avoir une note un peu synthétique pour pouvoir cadrer et pas non plus nous mettre trop de freins sur les possibilités. Il y a des précisions sur la nomenclature des types d'objets, comme je l'ai dit, qui seront à faire dans le cadre du POC et peut-être d'autres éléments à préciser, mais notamment sur les données complémentaires à apporter, etc. On reste ouvert aux discussions et le cadre général est posé. Voilà. Et on considère aussi que ce challenge, même si il est très focalisé sur le PCRS, il y a quand même l'approche qui concerne la détection de changements. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour d'autres projets ou d'autres thématiques qu'on traite au sein du GIP. Donc, pour ça, on a candidaté et on l'a appelé de cette manière. Là, il y a l'usage direct, mais on peut imaginer un service dérivé pour répondre à d'autres types de besoins, un peu dans le même état d'esprit, pas avec la même finalité, mais on sent un potentiel assez élevé de développement par la suite. Sachant qu'on administre la base de données occupation du sol de la région Nouvelle-Aquitaine, et on encadre aussi le marché d'acquisition de cette base de données. Et on réfléchit à ces problématiques. On avait eu des réponses sur le dernier marché où on estimait que ce n'était pas mature, des réponses par détection automatique satellite. Voilà, il y a aussi ça, effectivement, comme dit Martin, ça ouvre aussi à d'autres options pour nous. Mais on le cadre très spécifiquement sur ce besoin PCRS où on a vraiment, pour nous, le plus de besoins opérationnels. Par expérience, on a l'habitude de mettre en place un état des lieux. Et un autre sujet, c'est toujours une mise à jour, on peut dire, pérenne, régulière, avec une méthode qui tient dans le temps et qui donne le résultat attendu. Donc, ça entre toujours dans la même dynamique et dans la même problématique. Donc, on est très en attente, impatient de dire des propositions des lauréats. Bon, très bien, merci pour ces précisions. Écoutez, si on a une dernière question sur est-ce que l'enregistrement du webinaire sera disponible? Oui. Donc tous les webinaires qui ont lieu cette semaine, donc les premiers hier, aujourd'hui, puis vendredi, seront disponibles à la fois sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley, mais également sur un onglet webinaire qui est disponible toujours sur la plateforme de candidature des challenges. Donc, vous aurez les replays, je pense, à partir de la semaine prochaine. Je regarde ma collègue Jennifer. Je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon, ce sera à partir de la semaine prochaine normalement. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions pour Martin et Sébastien, je voulais vous remercier à tous les deux, en tout cas, pour votre intervention et puis pour votre disponibilité aujourd'hui. Merci à vous pour nous avoir sélectionnés pour ce challenge. Avec grand plaisir. Merci, messieurs. Et puis, si jamais Ulysse est disponible pour prendre la suite et passer à la présentation de CanopyMed. Ah, vous avez des remerciements dans le chat également, messieurs, pour la présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien, mais écoutez, je vous laisse la main, Ulysse. Merci. Très bien. Alors, je vais commencer par une petite présentation de CanopyMed, enfin de moi-même et de CanopyMed. Je suis Ulysse Roth, je suis cofondateur de CanopyMed. Et nous, on est une petite entreprise spécialisée dans l'analyse des données de santé initialement. Et on a deux segments d'activité. On développe des outils d'aide à la décision pour les collectivités publiques et les décideurs publics. Et on développe en parallèle sur une autre thématique des dispositifs médicaux numériques à destination des médecins et des hôpitaux. Donc nous, vraiment, notre expertise de base, c'est la donnée de santé. Le cofondateur de l'entreprise est médecin de santé publique. Et on est venu sur le secteur du traitement de la donnée environnementale et spatiale, un peu par opportunité, en discutant avec les collectivités locales,
et en comprenant qu'il y avait un vrai enjeu de comprendre quels étaient les facteurs impactants sur la santé des populations. Parce que ces collectivités locales peuvent avoir des leviers d'action pour améliorer l'urbanisme, des choses comme ça, pour voilà, commencer à mettre en place des logiques de santé publique plus importantes. Donc, au niveau national, on est accompagné, nous, davantage par l'écosystème santé, parce qu'initialement, c'est notre expertise. On a des partenariats forts forcément avec le CHU de Montpellier, parce que notre entreprise est une spin-off du CHU de Montpellier, et on est intégré avec le Health Data Hub et quelques incubateurs régionaux et nationaux, notamment Eurobiomed, Digital 113, etc. On a intégré les ABIC en fin 2022, parce que dans le cadre d'un projet sur lequel on a travaillé, on mobilise des données spatiales davantage sur la partie pollution atmosphérique, mais ce n'est pas la question sur ce challenge. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Antine. Alors, concernant le contexte de notre étude, on est vraiment dans une optique, alors ce qu'on appelle One Health. Historiquement, le système de santé est davantage tourné vers une approche curative. Donc, ça va être de comprendre et d'optimiser les parcours de soins existants. Nous, là, on se positionne sur ce genre d'outils et d'approche santé publique sur les facteurs environnementaux qui ont de l'impact sur la santé en amont. Ces facteurs environnementaux, on sait que ça va avoir des impacts forts sur des pathologies ciblées qui vont être la partie insuffisance cardiaque, BPCO, diabète, mais aussi potentiellement la réaction aux allergènes, voilà, des choses qui sont très très ciblées, très très spécifiques. Et aujourd'hui, on a déjà commencé à travailler et on a déjà fait une preuve de concept sur la pollution atmosphérique, mais ce sur quoi on souhaite travailler aujourd'hui, c'est tout ce qui est émission, c'est tout ce qui est température extrême, parce qu'on sait que ça va avoir de l'impact sur des décompensations cardiaques, notamment à court terme, mais aussi sur la mortalité à long terme. Et on sait que ces fréquences de vagues de chaleur vont s'intensifier et s'augmenter au fil des années, et que tous les territoires ne vont pas être impactés identiquement. On sait que c'est déjà des enjeux qui sont tout à fait ciblés et connus dans le sud de la France, et de plus en plus. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi que c'est très compliqué pour les pouvoirs publics aujourd'hui de monitorer ça. Il y a beaucoup de ressentis, mais il y a très peu de choses qui sont palpables et factuelles, que ce soit sur les vagues de chaleur, donc il y a quelques données Météo France, mais aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir accès à ces données, et c'est difficile pour les pouvoirs publics de quantifier l'impact de ces vagues de chaleur sur la santé de leurs administrés. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'apporter l'expertise qui vient une fois qu'on a accès à la donnée de température extrême notamment, c'est de permettre de mesurer factuellement quel impact en santé va avoir cette température extrême. Pour ça, on se base sur des méthodologies qui sont des méthodologies de Santé publique France et notamment de l'OMS, ce qu'on appelle des EKIS. On a déjà fait ces EKIS dans le cadre de la pollution atmosphérique, mais on souhaite décliner cette approche sur notamment les vagues de chaleur, avec pour objectif d'aider vraiment la décision publique pour notamment mettre en place un urbanisme adéquat, l'organisation des territoires et notamment des plans de circulation qui peuvent permettre d'améliorer les émissions de gaz à effet de serre et ou la température extrême, en plantant par exemple plus d'arbres dans les endroits qui sont très soumis à des vagues de chaleur extrême. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Nancy. Alors, en termes de situation actuelle, nous, on a d'ores et déjà développé en fait une preuve de concept et une plateforme de visualisation qui s'appelle AirMap, et en fait qui est à destination des décideurs publics et qui se focalise sur la pollution atmosphérique, donc les données qui sont issues de CAMS. Donc ça va être NO2, PM2,5, particules fines, et ozone. Et ce qu'on leur propose actuellement, c'est de mesurer l'impact sur la mortalité que peuvent avoir ces concentrations au niveau des territoires. Donc, quand on parle d'une concentration au niveau des territoires, généralement, on parle d'une maille géographique qui est une maille géographique communale et parfois infracommunale.
Ce que l'on souhaite aujourd'hui, nous, c'est répliquer cette approche que l'on a eue sur la pollution atmosphérique avec des données de vagues de chaleur et les émissions anthropiques et naturelles des gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est vraiment vagues de chaleur et gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que Canopy Med? On attend du lauréat qui puisse récupérer ces données, notamment sur les vagues de chaleur, enfin des données de température, et des données sur les gaz à effet de serre, donc c'est généralement CO2 et méthane. Ensuite, potentiellement travailler sur des algorithmes de mise à l'échelle, de downscaling, pour fournir des données à un niveau géographique relativement fin, qui est la commune. Et l'idée, c'est qu'on puisse ensuite valider ces données avec les données de type Météo France. Donc, c'est hyper compliqué d'avoir des données Météo France. Sinon, on ne serait pas là pour discuter de l'accès à ces données. Et l'idée, c'est qu'on peut quand même avoir accès en partie à ces données, notamment en open data, et qu'on puisse challenger les données qui sont récoltées par les satellites avec des données qui sont issues des modèles arpèges, notamment de Météo France. Donc voilà, en termes de données métiers, nous, on ne va pas apporter des données à proprement parler, puisqu'on ne produit pas de données. On récupère de la donnée, nous, qui nous permet derrière de calculer les impacts en termes de mortalité et d'hospitalisation des vagues de chaleur, mais c'est nous qui allons faire ce travail de validation de l'impact des vagues de chaleur. En revanche, ce que l'on attend, c'est d'avoir les données, enfin, un jeu de données avec potentiellement des données historiques. Donc, on a mis 20 ans d'historisation, mais ce n'est pas forcément 20 ans nécessaire. Hein. Avoir des données quotidiennes potentiellement, de température moyenne à des échelles géographiques qui sont de l'ordre de la commune. Et donc, on souhaite avoir ces données voilà, à un niveau vraiment journalier, à une échelle géographique fine, et soit de vraiment, enfin, c'est vraiment les max aussi qui vont être intéressants, et les mines, enfin, les moyennes, pour chaque zone géographique. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce travail ensuite de validation. Donc nous, on sera là aussi pour vous accompagner sur ce travail de validation, récupérer des sources de données qui sont fiables, parce qu'on sait qu'on a eu des petits enjeux de validation sur les données de pollution atmosphérique qui provenaient de CAMS. Donc voilà. Je ne sais pas si je pense que j'ai présenté à peu près les grandes lignes du challenge. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Ulysse. Je vais peut-être laisser la parole à Robin. Oui, il y a on a reçu une question, enfin qui n'est pas vraiment une question, mais qui est plutôt une intervention, demande des infos. Donc en fait, je veux juste copier-coller dans le chat pour que ce soit visible à tout le monde. Donc c'est une personne qui nous donne des références un peu sur le sujet santé. Donc voilà, l'intervention est visible dans le chat avec les liens. Ça peut être pertinent, je ne sais pas. Voilà, merci Robin. Et après, en effet, on a des premières questions, à savoir, ce besoin pour ce challenge vous est-il venu de décideurs publics ou est-ce un constat de votre part suite à vos travaux avec AirMap? Les deux, en fait. Nous, on a tout de suite cerné que AirMap, c'était une première brique, en fait, à la compréhension des risques qui peuvent apparaître sur un territoire. Et en discutant avec les décideurs publics, ce qui va être important pour eux, ça ne va pas être seulement d'avoir la donnée de vagues de chaleur ou de pollution atmosphérique, parce que c'est des données qui peuvent collecter de part et d'autre, mais ça va être aussi de quantifier l'impact sur la population. Pour des raisons qui vont être, comme je l'ai dit, d'urbanisme, mais aussi potentiellement d'évaluation à terme, en se disant qu'on a mis en place des politiques qui sont pro-amélioration du ressenti de la chaleur sur le territoire. Est-ce que ça porte ses fruits en termes de mortalité, en termes d'hospitalisation? Et il faut savoir aussi que quand on parle de collectivités locales et territoriales, généralement, par exemple, les métropoles, les directeurs les maires des grandes villes siègent au sein des directoires des hôpitaux. Et donc ça, c'est des considérations qui font que
les collectivités locales, de concert avec les hôpitaux, vont aussi avoir ces intérêts de mener des actions qui sont beaucoup plus coordonnées. Et pour ça, ce qui va être intéressant pour eux, ça va être aussi de comprendre les liens qu'il y a en fait, parce que c'est pas hyper clair, hein. Très honnêtement, c'est des études qui sont très compliquées, mais de comprendre les liens qu'il y a entre, par exemple, vagues de chaleur et des compensations cardiaques. Est-ce qu'on arrive à faire des corrélations entre des vagues de chaleur à un temps T qui vont avoir des impacts sur les décompensations à un temps N+1? Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille, mais pour ça, on a besoin d'avoir des données d'entrée qui sont fiables et validées. Et actuellement, les Météo France, par exemple, ne met pas à disposition ces données. Donc, en fait, nous, on a un vrai frein, et un vrai verrou qui existe de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite travailler sur ce challenge avec vous. D'accord. Par rapport à ça, en fait, il y avait une deuxième question qui est sortie, mais je pense que vous y avez répondu. Vous avez dit qu'il était difficile de se fournir chez Météo France. Comment faites-vous à l'heure actuelle pour travailler avec eux sans eux? Donc, alors, actuellement, on ne travaille pas sur la donnée de température parce que on a regardé déjà sur le site de Météo France, les données sont très très compliquées à y avoir accès, avec une impossibilité potentiellement de mettre à jour de la donnée. Et avec seuls quelques points de station qui sont disponibles. Donc voilà, c'est absolument pas suffisant pour aller à un niveau de granularité qui est celui de la commune aujourd'hui. Donc on le fait sur la pollution atmosphérique, la preuve de concept existe. On a perçu un vrai intérêt du côté des métropoles, on commercialise déjà. Mais l'idée, c'est qu'on puisse ajouter cette corde à notre arc sur les vagues de chaleur et sur les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une autre question. Y a-t-il des perspectives de collaboration avec Canopy Med dans les 6 mois et après le POC? On est ouvert à tout type de collaboration. Après, effectivement, il faudra qu'on discute sur quel type de collaboration est envisageable, dans quel contexte, etc. Mais on est ouvert à tout type de collaboration. Ok, je me permets de rebondir par rapport à ça. Voilà, en effet, dans le cadre des challenges, l'utilisateur final et le lauréat qui sera sélectionné signeront une convention de partenariat pour officialiser le partenariat entre eux, que ce soit pendant les 6 mois de POC et un peu après, parce qu'on envisage, pour l'instant, rien n'est encore établi, mais on envisage avec le CNES d'éventuellement de présenter justement les résultats des travaux de POC pendant des Demo Days. Donc, si je dis pas de bêtises, la convention devrait prendre fin le 30 septembre 2024. Et après, voilà, libre, évidemment, aux utilisateurs finaux selon leurs possibilités juridiques aussi, parce que ça, c'est un point qui dépend de chaque utilisateur final, de pouvoir poursuivre ou de réfléchir à des pistes de partenariat possibles avec le lauréat. Voilà. On a une autre. Pardon. Ouais, par rapport à ça, je voudrais rebondir aussi sur une question qu'on avait eue hier. C'est un peu dans la continuité aussi. À qui reviendra la propriété industrielle intellectuelle? Alors moi, je vais répondre au niveau CNES. Dans le marché qui sera établi entre le CNES et le lauréat, au niveau de l'API, en fait, on établit une concession. Donc, c'est-à-dire que le CNES ne garde rien, en fait. On ne s'octroie pas les droits à ce niveau-là. Donc, tout est du côté du lauréat. Après, entre le lauréat et l'utilisateur final, qui est le PIMED ici en France, ce sera des choses qui seront établies dans votre convention de partenariat. Donc, ça sera de votre côté à le gérer. Donc, en tout cas, côté CNES, on ne réclame rien. Et voilà, et de notre côté, je rebondis là-dessus. C'est vrai que ce qu'on valorise dans le cadre de ces challenges, c'est que la propriété intellectuelle et industrielle revienne au lauréat. Parce que dans la logique des choses, c'est, voilà, comme le dit Robin, c'est le lauréat qui est financé par le CNES et qui va travailler bien évidemment en collaboration avec l'utilisateur final, mais qui va principalement être celui qui va travailler pendant les 6 mois sur les travaux de développement du POC. Donc voilà, la logique veut que ce soit le lauréat qui récupère cette partie-là. Et donc, on a une nouvelle question. Y a-t-il des notions de propriété intellectuelle dans ce que vous produisez et produirez via ce challenge, Ulysse?
Alors nous, on est en cours de dépôt de brevet sur la partie pollution atmosphérique, mais ça, ce sera déterminé avec le lauréat, comment justement on partage l'API potentiellement. Enfin, bon, voilà, c'est des sujets qui sont encore ouverts et qui sont pas figés. Bien sûr. Et on a un participant, en fait, celui finalement qui nous a transmis les références tout à l'heure, qui vous propose de vous mettre en contact avec les bons experts à l'IPR. Donc, si vous me le permettez, Ulysse, je vous mettrai en contact avec ce participant-là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vous pose également la même question. Est-ce que vous voyez d'autres sujets, Ulysse, éventuellement à évoquer? J'imagine que vous serez également l'interlocuteur principal pendant ces challenges. Je serai l'interlocuteur principal, oui, effectivement. Ok, très bien. De toute façon, en tout cas, pour tous les participants au webinaire, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui émergent par ailleurs en cours de rédaction ou pas, c'est normal. N'hésitez pas, vous avez le contact générique pour l'organisation du challenge, qui renvoie après vers Valentine. Et donc, bon, s'il y a des questions plus techniques, elle me les renverra. S'il y a des questions qui sont plus destinées aux utilisateurs finaux, elle fera le lien aussi. Donc voilà, il y a cette adresse générique qui permettra après de faire le relais par rapport aux toutes les parties prenantes de l'organisation. N'hésitez pas à vous solliciter via cette adresse. Exactement. Mais j'ai plus rien à rajouter. Merci Robin. Juste à vous préciser que voilà, le dernier webinaire de présentation sécurité des infrastructures porté par RTE sera vendredi 12 mai de 10h à 11h30. Donc pareil, vous êtes inscrit, je pense, si vous êtes intéressé par ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de candidature. Et puis voilà. Donc je pense que si tout le monde a posé ses questions, je vais remercier particulièrement nos intervenants, Martin, Sébastien et Ulysse. Merci encore pour ces présentations et pour vos disponibilités, que ce soit pendant les challenges, avant, après. Enfin voilà. Merci à tous les trois. Merci beaucoup également à Robin de m'avoir voilà, d'être avec moi sur tous ces différents webinaires et sur ce projet. Et merci aux participants aussi également voilà, de votre présence à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.